À la page 23 et ensuite 24 du chapitre 31, on va résoudre la dernière situation tirée de la section 1.14 de Séguin. Situation qui s'intitule « Un électron déviant passant entre deux plaques chargées ». Situation typique que je trouve extrêmement intéressante et qui m'enthousiasme à quelque part. Il faut que ça m'arrive de temps en temps. Autant le chapitre 30 soulevait peu d'enthousiasme pour moi, autant tous les exemples du chapitre 31, je les trouve intéressants. C'est toutes des choses que là, je suis capable de faire un lien avec des choses existantes, des accélérateurs de particules, des tubes cathodiques d'une télévision, des accélérateurs pour traiter le cancer à l'hôpital. Donc, là, je vois vraiment l'importance des concepts qui sont utilisés dans ces exemples-là. Donc, pour prendre connaissance de l'exemple en cours, je vous invite à aller lire Séguin à la page 126. Après une première lecture, on réalise qu'on va avoir deux plaques, puis qu'il y a un électron qui va pas deux plaques chargées, puis qu'il y a un électron qui va passer entre ces deux plaques-là. Fait que j'étais parti avec une page entièrement blanche. À un moment donné, je vais avoir dessiné mes deux plaques. On nous donne comme première donnée la surface de chacune de ces plaques-là. Donc 40 cm par 40 cm. Donc j'ai probablement mis la lettre A quelque part sur l'une de mes plaques. Et les dimensions justement de L carré de 40 cm par 40 cm, ben, j'ai mis probablement une cote en dessous pour montrer que la plaque a une longueur de 40. Elle l'a aussi dans l'autre sens, mais l'électron va traverser sur une longueur de 40 là, dans un des sens de la plaque, à moins qu'il la traverserait en diagonale vue de haut, mais on va dire qu'il la traverse parallèlement à un de ses côtés, en plein centre, mais parallèlement à un des côtés. On nous donne ensuite la distance entre ces deux plaques-là. Donc j'ai probablement mis une autre cote sur mon dessin, que j'ai identifié comme étant D. On nous dit qu'il existe un champ E entre les deux plaques. On ne nous dit pas de comment il est créé, mais il est créé par le fait qu'on a mis des charges sur les plaques. On ne donne pas son sens non plus. Séguin a arbitrairement décidé qu'il était vers le haut. Il peut avoir une raison à ça, c'est de le mettre selon l'axe Y positif. Donc, si je vais avoir un champ qui est vers le haut, c'est-à-dire que je vais avoir une plaque positive en bas puis négative en haut. Puis là, je vais pouvoir dessiner mes lignes roses là, qui ne seront pas tous décachées immédiatement. Mais ça, c'est mon champ E uniforme créé vers le haut qui vaut 282 newtons en termes d'intensité. On nous dit qu'il y a un électron qui va traverser entre ces deux plaques-là. Donc, je vais avoir une charge, la charge d'un électron qui est moins E. Donc, je vais avoir dessiné mon électron à quelque part ici. J'aurais pu le mettre au centre entre les deux plaques. Je l'ai mis un petit peu plus haut, ça ne change rien à toute l'explication du problème. Quand je disais tantôt qu'il traversait au centre, il faudrait voir les plaques vues de haut. Il faut que je le fasse traverser le plus possible au centre de la surface comme telle, là, pour que le champ soit justement le plus uniforme possible. On nous donnait la vitesse initiale de cet électron-là quand on le lance entre les deux plaques. Donc 8 millions de mètres par seconde. Évidemment, mon vecteur est tout petit, mais il correspond à cette valeur-là. Donc, c'est ma vitesse initiale ici. Et on nous demande quelle va être la vitesse finale quand il va sortir à l'autre bout. La première des choses, il va avoir dévié. Donc, il faudrait localiser où il est à la fin et puis dessiner son vecteur vitesse finale. Donc, pour savoir par où est-ce qu'il va dévier, là, on voit déjà mon pointillé, mais il ne serait pas là normalement le pointillé. Ben, c'est un électron qui va subir une force électrique. Donc, il est dans le champ E vers le haut, la force électrique vers le bas. Pour une charge qui est dans un champ, la force électrique, pour une charge négative qui est dans un champ, la force n'est pas dans le même sens que le champ électrique. Et ce qui est conforme que justement l'électron va s'aller vers la plaque positive, là, va être attiré, repoussé par l'autre. Évidemment, s'il y a une force vers le bas, ça veut dire qu'il y a une accélération. Donc j'aurai un AE ici. Et donc l'électron va dévier un peu vers le bas. Donc je l'ai dessiné à la fin, là, à quelque part ici. Et j'ai dessiné son vecteur vitesse, tangentiellement sa trajectoire. Évidemment, quand il arrête de sortir, au moment où il sort entre les plaques, il arrête d'être dévié, puis là, il va se mettre à aller en ligne droite. Question piège. Est-ce qu'il va aller plus vite que le 8 millions qui est ici, ou moins vite? Une seconde de réflexion. Seconde écoulée, je devrais dessiner un vecteur plus long. Okay? Première des choses, ma vitesse selon x ne pourra pas augmenter. Donc, ce vecteur-là, jusqu'à un certain point, si j'arrive à l'attraper, va exister encore à la sortie. J'ai rien qui m'accélère selon x, donc cette vitesse-là, je la gagne pas, j'en gagne pas, puis j'en perds pas, je vais avoir la même vitesse
selon x. Même l'accélération selon y va m'avoir fait accélérer un petit peu selon y. Donc, quand je vais faire ma somme des deux contributions, des deux vecteurs vitesse, j'aurai un vecteur vitesse légèrement plus long. Ici, j'avais encore le A. Et j'avais mon système d'axe XY que pour l'instant, je pourrais ne pas le décocher parce que je ne suis pas sûr que j'en ai besoin. Donc, le reste, mes données sont toutes illustrées et je suis prêt à débuter le problème. Je regarde mon inconnu, c'est une vitesse. C'est une vitesse qui va être la combinaison de deux autres vitesses. Donc, cet inconnu-là, la seule façon de la trouver, c'est de combiner deux autres vitesses. Donc, combinaison de vecteurs, module d'un vecteur, A est égal à AX carré plus AY carré. Donc, tiré des résumés pour la partie annexe, dans l'annexe sur les vecteurs. J'applique ça à ma vitesse finale. Donc, ma vitesse finale, le module ici que je cherche de ce vecteur-là, va être la vitesse finale que j'ai selon x et la vitesse finale que j'ai selon y. Évidemment, pour l'instant, je ne connais aucune de ces deux valeurs-là. Faux, je connais au moins ma vitesse finale selon x, parce que ça va être ma vitesse initiale selon x. Ça n'aura pas changé. Fait que prochaine ligne, je traite au moins le premier des termes en affirmant que ma vitesse finale, parce que c'est un mu selon x, que ma vitesse finale va être égale à ma vitesse initiale selon x, va être égale à ma vitesse initiale, vraiment à ce module-là, puisque j'étais entièrement selon x au départ. Donc, il me reste le deuxième terme à traiter, puis là, ça va faire appel à la cinématique, parce que j'ai un MRUA, j'ai une accélération vers le bas. J'ai besoin de connaître la vitesse finale. J'aurais deux choix possibles. Quand je vais aller fouiller dans mes formules de cinématique, là, vous voyez la réponse ici, mais si je ne la verrais pas, je cherche la vitesse finale selon y. Je pourrais passer par la formule qui est au carré. Vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré, plus 2a. Puis évidemment, c'est un problème en y. Mon accélération est selon y, plus 2a delta y. Mais je ne connais pas le delta y. Il y a toujours possibilité de résoudre, mais c'est pas aussi naturel si je ne connais pas le delta y. J'ai choisi de prendre celle-là. Vitesse finale, c'est ma vitesse initiale, plus l'accélération selon y fois delta t. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement très naturel parce que je ne connais pas le delta t non plus. Alors, je ne l'ai pas dans les données. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'aurai des paramètres supplémentaires à calculer. Okay. Mais je me dis que le delta t n'est pas très dur à calculer parce que je connais la vitesse selon x puis je connais la longueur. Donc, il y a une relation assez simple pour obtenir le delta t. Donc, je choisis de travailler avec celle-ci, je l'adapte à mon problème. Vitesse finale selon y. La vitesse initiale selon y, au départ, il n'y en avait pas du tout. En passant, j'ai commencé à mettre du x puis du y. Donc, j'identifierai sur mon dessin mes références x, y sont où, parce que ne sont pas nécessairement toujours comme ça. Donc, il faut l'indiquer qu'on est normal dans ce cas-ci. Le AY, c'est l'accélération que j'ai ici, qui avec le système d'axe qui est ici, ça veut dire que c'est un moins AE que je mets à cet endroit-là. Donc ici, je remplace par moins AE fois delta t. Je regarde au niveau, j'enlève le 0, ça me fait moins AE fois delta t, et les deux valeurs ne sont pas connues. Donc, j'ai même pas de ligne en dessous pour dire qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas. Les deux valeurs ne sont pas connues. Le AE, je tombe dans le chapitre électrique dans lequel on est. Donc, la dynamique, on a vu que FE est égal à M fois AE, puis FE, on le remplaçait immédiatement par QE. Fait que si on l'a sur le résumé, c'est la seule que j'ai fait mettre en jaune, je pense, sur la première page du résumé. Puis c'est elle qu'on utilise depuis trois situations. Donc, mon AE va être calculé avec ça. La charge, je l'adapte à mon problème comme toujours. Donc, la charge, c'est E. Quelqu'un pourrait me dire c'est moins E, mais il y a une valeur absolue. Donc, c'est E, grand E, la masse d'un électron fois le AE. J'isole le AE là-dedans. Donc, AE est égal à EE divisé par masse d'un électron. Et je regarde si je connais toutes mes choses ou je le calcule carrément si je veux. Effectivement, je connaissais toutes mes choses, donc je suis capable d'obtenir un chiffre. Donc, le AE est réglé dans celle-ci, mais pas le delta T. Donc, ça va me prendre un outil supplémentaire. Ici, j'ai fait un calcul de plus qui n'est pas nécessaire. Probablement que Séguin le faisait parce qu'il prenait un chemin différent du mien. Mais évidemment, cette partie-là, c'est FE. Donc, quelqu'un pourrait calculer la force électrique qu'on avait dessinée là, pour montrer la dynamique qu'il y avait dans le système. Mais maintenant, il me manque la deuxième inconnue pour dire que je vais avoir tout réglé, le delta T qui est ici. Bien là, je vais aller faire du mouvement uniforme selon X, ce que je vous disais tantôt. Donc, on est supposé d'avoir ça dans le résumé.
Donc, à la deuxième page du chapitre en cours, du chapitre 31, j'ai dit que je vais ramener ici toute la cinématique. Bien, quand c'est un mouvement uniforme qui n'a pas d'accélération, comme c'est le cas selon X, bien, j'ai ces deux formules-là que je peux utiliser pour justifier mes problèmes. Donc, j'ai utilisé la deuxième, delta X. Mon delta X dans ce problème-là, ben, c'est ma longueur de plaque. La vitesse initiale, le Vx dans ce problème-là, c'est ma vitesse initiale. Et mon delta t, lui, n'a pas besoin d'être adapté au problème comme tel. J'isole le delta t, donc c'est L divisé par vitesse initiale. Si j'ai besoin ou si je désire avoir une valeur, je peux la calculer. Sinon, ben, je fais des regroupements. Il est fini le problème du point de vue physique. Là. Tout est connu, ce problème-là est résolvable. Donc là, il me reste juste à remettre des choses dans les équations. Donc, j'ai mis la deuxième dans la première. Hein. Donc, ça, il me le manquait. Donc, je mets vitesse initiale ici à sa place. Et j'ai mis aussi delta t, la cinquième dans la quatrième. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu différemment ce que je viens de faire. Là. La cinquième qui me donnait delta t dans la troisième. Ainsi, donc, 5 et 4. La quatrième qui me donnait le delta E, je la mets aussi dans la troisième. Et cette troisième-là, ben là, je peux la mettre aussi dans la première, puis je peux tout calculer ma vitesse finale. Donc, c'est des mathématiques là, pour les gens qui préfèrent travailler avec des équations. Donc, vitesse finale est égale à la racine de vitesse finale initiale selon x, qu'on avait en haut ici. Vitesse finale selon x au carré, qui était ma vitesse initiale selon x au carré, qui était ma vitesse initiale. Plus la vitesse initiale de y, ben c'est moins AE fois delta t. AE, c'est ces trois termes-là, EE sur ME, fois le delta t, ben delta t, c'est L sur vitesse initiale. Il y a le petit moins en avant, mais tout ça est mis au carré, ça ne change rien. Fait que moi, au moment que j'ai exprimé ma vitesse en fonction de tous les paramètres d'entrée, ben, je mets mes équations, puis j'arrive. Mais quelqu'un pourrait le faire avec les calculs intermédiaires à la place, puis on arrive à la même réponse. Donc, ma vitesse finale est égale à ça. Si j'ai fait des calculs intermédiaires, ben à un moment donné, je vais avoir fait le calcul intermédiaire de la vitesse finale selon Y. Le problème est terminé, mais je rajoute une question d'analyse à la page suivante. On va aller voir sur le dessin qu'est-ce que je n'avais pas décaché. Ben, rien que je n'ai pas utilisé, justement. Ce qui reste de pas décaché, c'est la question supplémentaire que j'ajoute. Je me questionne par rapport au delta Y de déviation qu'il y a eu là. Donc, on va aller à la prochaine page, 24. Puis ici, j'ajoute quelle est la déviation qu'on a en mètres. Encore une fois, c'est de la cinématique. Donc, cette fois-ci, étant donné que je veux le delta Y, je vais prendre l'équation que je parlais tout à l'heure, qui est le delta Y dedans. Donc, vitesse finale au carré selon Y, vitesse initiale c'est 0. Le 2, le moins AE, puis le delta Y. Donc, je vais isoler le delta Y là-dedans. Donc, vitesse finale selon Y au carré. Il y a un moins, c'est le moins qui est rendu ici, divisé par 2. Ici, je devrais écrire AE. Et étant donné que j'ai des calculs intermédiaires de fait sur l'autre page, je peux prendre tous les calculs que j'avais, c'est toutes des valeurs connues. Et ça donne moins 6 cm. Pourquoi je fais ce calcul-là? Ben, c'est important. L'électron va dévier de 6 cm pendant qu'il traverse les plaques. Il doit donc être lancé à une distance supérieure à 6 cm de la plaque du bas, sinon il va la frapper. Ce que je dis ici, c'est que ce delta Y-là est égal à 6 cm. Fait qu'au départ du coin ici, il faut que je sois lancé au moins de cette hauteur-là. Parce que si j'aurais été lancé de cette hauteur-là, mon pointillé, vous voyez, il vient frapper la plaque d'en bas. Là. Donc, il faut... Là, ça, c'est la limite. Là. Théoriquement, il passerait si je suis un soupçon en haut de ça, ou il risque peut-être même de passer. Mais si je suis un soupçon en haut de ça, ça fait que c'est comme ma valeur limite là, à respecter, parce que je dévie de cette valeur-là. Donc, il y a plusieurs problèmes, je pense, qui s'ajoutent dans les exercices, que c'est justement ce genre de choses-là. Si je ne veux pas aller cogner sa plaque, si je veux cogner sa plaque, donc des calculs de ce type-là. Donc, je vous donne un exemple là, de ce que ça peut avoir l'air, parce que je sais qu'il y a des exercices qui sont exactement comme ça.